Voilà. C'est parti. Donc aujourd'hui, au programme, on avait dit correction de l'activité du livre, page 74-75. Alors déjà, donc on a fait le premier thème. Premier thème parlait de l'univers en général, des réseaux cristallins, de la matière en général. Là, on va s'intéresser maintenant au Soleil. Donc le Soleil tel qu'on connaît, vous avez déjà vu à quoi ça ressemble un Soleil, vous le voyez tous les jours. En réalité, la couleur réelle du Soleil n'est pas tout à fait la couleur qu'on perçoit sur Terre parce que le Soleil, l'atmosphère absorbe une partie des rayons. On fera ça un peu plus tard. Là, pour l'instant, on va déjà parler du rayonnement solaire. Donc, on va déjà regarder d'où ça vient, la lumière du Soleil, qu'est-ce que l'énergie solaire, qu'est-ce qu'une puissance, qu'est-ce qu'une énergie, etc. Et donc, pour arriver à bien comprendre ça, il faut déjà se rappeler une formule qu'on a vue l'année dernière, la puissance, d'accord? Donc, l'énergie, c'est la puissance fois le temps. Donc, en fait, la bonne formule, c'est bien celle-ci, la B. C'est un petit résumé. Donc, en gros, l'énergie, si vous savez plus ce que c'est ce que vous payez à EDF. EDF, vous payez ce que vous avez consommé. La puissance, c'est combien d'énergie est capable d'avaler un objet ou je sais pas, un four, par exemple, un ordinateur, par seconde. Donc vous vous doutez bien que si vous arrivez à utiliser l'ordinateur pendant 1 heure ou pendant 2 heures, bah, au bout de 2 heures, vous aurez consommé 2 fois plus d'énergie au bout d'1 heure. Donc l'énergie, c'est bien la puissance que vous consommez, par exemple 1000 watts, fois le temps d'utilisation. Et ça, faut le mettre en secondes. Donc c'est des watts et des secondes. Que si on utilise cette unité-là, le problème c'est que des watts fois des secondes, ça fait des joules. Et si on commence à compter en joules, ben on va avoir des joules, enfin, c'est une quantité monstrueuse. Il faudra un compteur extrêmement grand. Et comme notre compteur, on peut pas afficher des chiffres à 50 décimales, enfin 50 chiffres, on va partir sur une nouvelle unité qui s'appellera le kilowattheure. Mais ça, on en reparlera un peu plus tard. Ça, c'est pour l'électricité surtout. Là, on va déjà pour l'instant s'occuper du rayonnement solaire. Donc, on va juste parler du soleil avant de parler vraiment plus de la puissance. Donc, le soleil. Le Soleil, c'est donc une sphère au sein duquel il y a des réactions de fusion et de fission nucléaire. Mais ça, on le sait maintenant, mais on ne l'a pas toujours su. Et déjà, première chose, on va essayer de comprendre comment est-ce qu'on peut déterminer la température du Soleil. Parce que finalement, le Soleil, la seule chose qu'on sait, on sait sa température. Actuellement, on peut vous dire la température du Soleil, mais comment est-ce qu'on a pu le savoir? La seule chose qu'on a, nous, actuellement, quand on regarde le Soleil, on ne peut pas envoyer de sonde sur le Soleil. La seule chose qu'on peut faire, c'est regarder ce Soleil. Et c'est en regardant le Soleil qu'on va avoir tous les renseignements sur la température, sur la composition, etc. du Soleil. Et c'est ce qu'on va essayer de comprendre de ces chapitres. Bon, déjà, est-ce qu'il y a des questions à part ça, pour le moment? Ok. De toute façon, ça, on reviendra dessus en cours, hein. Ceux qui n'étaient pas là aujourd'hui, qui regardent la vidéo là sur YouTube ou qui la regardent pas du tout d'ailleurs, on fera ça en cours la semaine prochaine, tranquillement. On a du temps, donc on reprendra ça tranquillement. Alors, on y va pour l'activité. Donc, historiquement, qu'est-ce qui s'est passé? Déjà, donc c'est quelque chose qui est assez récent, enfin quand je dis récent, qui a moins de 200 ans quoi. Et donc le premier à avoir en fait essayé de trouver une loi qui expliquait le lien entre ce qu'on voit et la température de l'objet, parce qu'en fait plus vous faites chauffer un objet, plus il va émettre des rayonnements. Ces rayonnements vont varier en fonction de sa température. Et le premier à avoir pensé à faire ça, c'est Stéphan. Donc c'est un Austro-Hongrois, donc comme il a expliqué en 1879. Il l'applique au niveau du Soleil. Et donc il propose une loi, ce qu'on appelle la loi de Stéphan, d'accord? Et donc à partir de cette loi, ce qu'on appelle le corps noir, mais on va pas rentrer dans les détails, il l'applique au Soleil, il estime que le Soleil il est compris entre 6000 et 11 000 degrés en surface. Attention, toutes les températures qu'on donne là, c'est les températures de surface. Le Soleil il est bien plus chaud que ça au centre. Mais en surface, la température, elle n'est que de quelques milliers de degrés. C'est déjà pas mal, mais bon. Ensuite, arrive Boltzmann. Alors Boltzmann, lui, c'est un grand scientifique aussi. Il est connu pour beaucoup de choses. Et donc, lui, il applique une théorie. Il démontre la loi de Stéphan. Et du coup, grâce à lui, on va pouvoir faire remettre une nouvelle loi en cours qui s'appelle la loi de Stéphan-Boltzmann. Donc, celle-ci, on ne reviendra pas dessus. On en parlera peut-être une fois ou deux dans un exo. Mais pareil, elle part du corps noir, elle est un peu plus précise que celle de Stéphan. Donc là, il s'est passé 5 ans. Entre-temps, en 1880, il y a un détecteur qui a été mis au point par l'anglais aux États-Unis. Et ce détecteur, il permet de déterminer en fait précisément la longueur d'onde maximale émise, parce qu'en fait,
vous voyez de la lumière blanche, il peut y avoir plus de bleu, plus de rouge, plus de vert, etc. Et en regardant la quantité de couleurs de chacune des couleurs, on peut déterminer la température. Et grâce à l'anglais, on arrive à obtenir ce type de graphique qu'on observe là. Donc on voit que plus c'est chaud, plus le pic monte, donc plus on émet de la lumière, donc plus c'est chaud, plus ça émet de la lumière. Hein. Là, vous le savez déjà, une ampoule, plus on va augmenter l'intensité dans une ampoule, si on peut faire varier sa luminosité, plus on va voir que l'ampoule, elle va briller fortement et plus elle va être chaude. Si je vous montre toucher une ampoule qui émet une petite lumière et une ampoule qui émet une grosse lumière, vous allez vite vous comprendre que sur une ampoule qui émet beaucoup de lumière, vous allez vous brûler. Alors que sur une ampoule qui émet pas beaucoup de lumière, vous allez moins vous brûler. C'est moins chaud. C'est pareil pour tous les étoiles, etc. Plus une étoile émet de lumière, plus elle va être chaude. Donc là, plus on émet de lumière, plus on monte, plus c'est chaud, plus ça émet de lumière, donc plus le pic est haut. Et deuxième observation qu'on voit, c'est que plus l'objet est chaud, plus le maximum qu'il émet tire vers le violet. D'accord? Et ça, vous le savez aussi. Si vous avez le choix entre, je vous dis, mettre les mains sur une braise qui est juste rouge ou une braise qui est jaune, limite blanche, vous doutez bien que la jaune blanche, elle est plus chaude que la rouge. Et donc, en fait, vous le savez déjà inconsciemment. Donc, c'est ce qu'on appelle la loi de Wien, qui a été expliquée en 1893. Donc, Wien, lui, il trouve une loi mathématique qui relie ce qu'on observe, c'est-à-dire plus de pics, enfin un pic plus important étirant vers le violet lorsque c'est plus chaud. Lui, il arrive à faire une loi qui relie ça. Cette loi, elle est la suivante. Lambda max, donc c'est la longueur d'onde maximale émise par un rayonnement, fois la température de l'objet qui émet ce rayonnement, c'est égal à une constante. Cette constante, elle vaut 2,9 10 puissance moins 3. Mais ça, encore une fois, ça sera donné. Puis arrive Planck. Alors Planck, c'est un grand scientifique du XXe. Et donc lui, Planck, il écrit en fait une formule qui écrit correctement. Donc lui, il développe encore la loi, parce qu'en fait, la loi de Wien, c'est surtout une loi au début qui est expérimentale. Et lui, avec Planck, il la permet de la décrit de manière beaucoup plus scientifique, beaucoup plus mathématique. Et donc lui, il appelle ça ce qu'on appelle le corps noir. Le corps noir, on en reparlera plus tard. En fait, c'est un objet hypothétique qui émettrait la chaleur sans émettre de lumière. Et donc, en gros, c'est un four, quoi, un four noir qui émet pas de lumière. Et donc, à partir de 1910, on améliore les objets, les mesures, etc. On arrive à préciser plus précisément la température du Soleil. Alors, chose extrêmement importante. À partir de maintenant, dans les chapitres, on va parler de température. Les températures, vous, on a l'habitude de parler en température en Celsius. Mais en fait, en réalité, en science, on utilise très rarement le Celsius. On utilise une autre échelle de température qui s'appelle le Kelvin. Et il faut bien comprendre que le Celsius, c'est pas une unité qui est pratique du tout pour les sciences. Pourquoi? Tout simplement parce que, quand vous faites un calcul, on peut avoir des températures en Celsius négatives. Et si dans un calcul, vous mettez des températures négatives, vous allez avoir des résultats, par exemple, d'énergie négatifs, etc. C'est complètement aberrant. Ça va pas. Donc, il a fallu qu'on cherche à déterminer une échelle de température la plus simple possible. Et en fait, la température, c'est quoi? C'est lié à l'agitation des molécules. Si vous avez une molécule qui bouge beaucoup, cette température, elle est très chaude. Plus la température bouge, plus les molécules vont bouger dans tous les sens. D'accord? Etc. Et donc, le raisonnement logique, c'est de se dire, maintenant, si on fait le raisonnement inverse, plus on fait froid, moins elles vont bouger, cette température, ces molécules. Et donc, moins les molécules vont bouger, il arrivera un moment où les molécules ne bougent plus. Et ben, ce moment précis où les températures ne bougent plus, on a dit, OK, c'est notre zéro. Et on va l'appeler 0 Kelvin. C'est la nouvelle unité de température. Et le 0 Kelvin, ça correspond en degrés Celsius à moins 273,15 degrés Celsius. Le zéro absolu, effectivement. Et donc, ce qu'on appelle le zéro absolu, c'est la température minimale qu'on puisse atteindre dans l'univers. En réalité, sur Terre, on n'arrive pas à atteindre 0 Kelvin, on arrive à 0,0000 quelque chose. Dans les laboratoires, on n'arrive pas à atteindre cette température-là, c'est parce que la moindre agitation, la moindre rayonnement qui va toucher ce truc, même un rayon invisible, un rayon électromagnétique, etc., va faire vibrer la molécule, et du coup, la température sera plus de 0 Kelvin. Ensuite, pour revenir à notre échelle, nous, en fait, on a pris exactement la même. En fait, après, on aurait pu partir sur une graduation différente. Mais pour simplifier, on a fait une graduation identique au Celsius. C'est-à-dire que
Lorsque vous faites plus 100 degrés Celsius, bah, vous arrivez à moins 273. Et ben en fait, on a pris la même graduation pour les Kelvin, donc c'est-à-dire qu'en fait, les Kelvin, on a juste décalé. Donc 100 Kelvin, ça correspond à moins 173. Donc actuellement, dans la pièce, là, s'il fait 20 degrés, chez moi, il fait 20 degrés à peu près. Ça fait l'équivalent donc de 20 degrés Celsius. En degrés Kelvin, ça fait donc environ, pour arrondir, 293 Kelvin. Donc en fait, pour arriver à... je vais effacer tout ça. Pour passer des Kelvin au Celsius, en fait, pour avoir la température en Kelvin, il faut faire la température en Celsius plus 273,15. Donc imaginons qu'il fait 20 degrés, bah vous faites 20 plus 273, ça fait votre température en Kelvin. Et donc tous les calculs qu'on fera à partir de maintenant, on compte toujours en Kelvin. Alors des unités de température, il existe d'autres. Il existe une autre, par exemple, qui est connue aux États-Unis, qui s'appelle le Fahrenheit. Alors le Fahrenheit, c'est une unité complètement con, il n'y a pas d'autre mot. Eux, ils ont pris comme échelle du 0 Fahrenheit la température la plus froide qu'il y a eu dans le 0 Fahrenheit, je sais plus combien, c'est une température la plus froide qu'ils ont vue dans une ville dans l'hiver 82 ou je sais plus quoi, enfin l'hiver 1882 ou je sais plus quoi. Et la température la plus haute, ils ont pris 100 degrés Fahrenheit et eux, c'est la température du sang d'un cheval, vivant, j'entends. Donc ça, c'est le sang du cheval, d'accord? Donc ils ont séparé ça en 100. Donc les graduations ne sont même pas rigoureuses comme la nôtre. C'est-à-dire que si vous augmentez de 1 Kelvin ou de 1 Celsius, c'est pas une augmentation de 1 Fahrenheit. C'est plus complexe que ça. En fait, pour passer des Celsius au Fahrenheit, il faut ajouter un chiffre et en plus multiplier par un chiffre. Donc c'est complètement aberrant. C'est une unité qui est utilisée qu'aux États-Unis et en Angleterre. Et puis on espère qu'un jour ils vont lâcher un petit peu leur unité qui veut rien dire, qu'elle est complètement débile. Voilà. Mais dans les calculs, évidemment, ils utilisent les Celsius, les Kelvin, etc. Enfin, ils utilisent les Kelvin, pardon, sinon, ça va pas être possible. Alors, on y va. Donc, le vocabulaire, je vous disais, le corps noir, rapidement, c'est un objet qui émet un rayonnement lorsqu'il est chauffé, mais sans émettre que du rayonnement thermique, pas de rayonnement de lumière, quoi. Bon, ça, c'est pas trop utile. Donc, le rayonnement thermique, en fait, par exemple, quand vous avez un four, si vous mettez votre main devant le four, vous allez sentir qu'il est chaud. Donc, c'est bien un rayonnement thermique. Vous n'avez pas de, comment dire, vous n'avez pas l'air chaud, même s'il sort pas du four, vous allez sentir qu'il y a de la chaleur. D'accord? C'est pareil au-dessus des braises. Si vous mettez votre main sur le côté des braises, vous allez sentir comme un rayonnement, ce qu'on appelle des infrarouges. Le rayonnement thermique, il est lié à la température, mais c'est pas forcément visible. Un four, quand il fait nuit, vous ne le voyez pas briller rouge. Pourtant, il est chaud. Mais si on continue à faire chauffer plus fort, là, on pourrait le faire évidemment devenir rouge. Alors, un four actuel, on peut pas, il monte pas assez fort. Mais quand vous dépassez une certaine température, par exemple sur un barbecue, bah, les braises commencent à être visibles. On va répondre aux questions maintenant. On va essayer de répondre aux questions. Hop. Allez, on est parti. Donc, quel est le premier physicien à avoir déterminé la température du Soleil? Je vous écoute. Je vous lis plutôt. C'est Stéphane. Ouais, c'est Stéphane. Donc le premier, c'est Stéphane, évidemment. Et vous rappelez l'année, c'était fin 19e, 1879. Alors pourquoi est-ce qu'il a obtenu un résultat précis? Bah, entre 6000 et 11 000, c'est pas top, d'accord? Parce que la température actuelle, on sait que c'est 5800. C'est pas précis. C'est précis à 4-5 000. Donc, par rapport à la valeur qui définit, c'est pas précis du tout. Mais c'est déjà pas mal. Ça donne une première idée. Ensuite, on vous dit de quelle grandeur dépend la longueur d'onde lambda max? Alors, donc là, c'est dans la loi de Wien que c'est écrit ici, d'accord? Donc lambda max, elle dépend d'une seule chose, de la température. Et ça, vous l'avez déjà vu l'année dernière. L'année dernière, on avait dit, plus un objet est chaud, plus il va tirer vers le bleu, plus un objet est froid, plus il va tirer vers le rouge. Et donc là, c'est juste la loi qui traduit ça. C'est une loi mathématique. Des questions?
C'est bon? On continue? Donc, pour l'instant, rien de nouveau, donc c'est bien la température. Ensuite, recopier et compléter les tableaux en utilisant le spectre thermique du document 1. Donc déjà, T, lorsqu'on est T 3500, lambda max, il vaut... Alors, attendez, il faut que je zoome dessus, du coup. Si je clique, ça va pas le faire. Faut que je m'en mette en mode normal. Voilà. Donc ici, on peut zoomer dessus, on peut pas zoomer dessus. Donc côté d'un 3500, le lambda max, il est à peu près à 500, à peu près à 900. On est d'accord? Donc 900 Kelvin. Pardon. Alors déjà, première chose, lambda max, 900. Alors attention, c'est des nanomètres. Donc alors, on va le faire autrement. Donc c'est en nanomètres. D'accord? Là, le graphique, il est noté en nanomètres. Donc ici, nous, il va falloir qu'on le mette en mètres. Donc pour le mettre en mètres, il faut faire 10 puissance moins 9. Mais vu que c'était 900, ça fait du 9 10 puissance moins 7. Ensuite, pour 4000, on regarde. Pour 4000, on a un max autour de 5, 6, 7, 800. Ouais, 750. Donc ça fait du 7,5 fois 10 puissance moins 7. Pour le 4500, on est à peu près à 600, on va dire. Donc 6 fois 10 puissance moins 7. Pour le 5000, on est à... On est à 600, on est peut-être à 650 avant. Donc on est à 6,5. Là, on a 6, 10 puissance moins 7. Et pour 6000, on est à 500. Donc 5, 10 puissance moins 7. D'accord? Donc je réexplique que 500 nanomètres, c'est 500 fois 10 puissance moins 9 mètres. Donc ça fait 5 fois 10 puissance moins 7. Pour ceux qui n'auraient pas compris pourquoi 10 moins 7. Alors le 1 sur T, il suffit de prendre une calculatrice. J'en ai pas une sous le coude, donc je vais en chercher une j'arrive. Alors, donc, pour 1 divisé par 3, il suffit de faire 1 divisé par 3500, il n'y a rien de plus à faire. Donc ça fait 2,85 fois 10 puissance moins 4. 1 divisé par 4000, ça fait 2,5 10 moins 4. 1 divisé par 4500, ça fait du 2,22 fois 10 moins 4. 1 divisé par 5000, donc ça fait du 1 10, ça fait du 2 10 moins 4, pardon. Et 1 divisé par 6000, ça nous fait du 1,66 10 moins 4. 1,66, pardon, fois 10 puissance moins 4. Et ensuite, on va montrer que lambda max est proportionnel à 1 sur t. Alors, pour faire ça, vous avez plusieurs possibilités. Vous pouvez le faire avec, en calculant à chaque fois le rapport de proportionnalité, mais c'est pas top. Le mieux, c'est de le faire graphiquement. Donc, graphiquement, on a l'ordi, on va en profiter. On lance Excel. Et on va recopier les valeurs du tableau. D'accord, faut-il qu'il est où? Il est là. Et ben, si j'ai ça devant, voilà. Alors, on y va pour Excel. Il va pas vouloir, évidemment. Alors, donc, on va prendre les valeurs de 1 sur T. Donc, on va mettre 1 sur T. Et là, on va mettre la température en Kelvin. Lambda max, pardon. On va l'appeler comme ça, lambda, je ne vais pas m'amuser à mettre un truc. Voilà. Donc, on y va. Donc, 2,85 E moins 4. Ensuite, 2,5 E moins 4. 2,22 E moins 4. 2E moins 4. Donc le E, c'est comme sur une calculatrice. 1,66 E moins 4. Voilà. Et pour le lambda, on y va. 9E moins 7. 7,5 E moins 7. Alors, si je trace ça, qu'est-ce que je veux obtenir à votre avis? C'est 1000. Qu'est-ce qu'on doit obtenir si c'est proportionnel? À votre avis, qu'est-ce qu'on va obtenir? De toute façon, vous l'avez fait théoriquement. N'est-ce pas?
Une ligne droite passant par l'origine, effectivement. Si c'est proportionnel. Si c'était juste, ça pourrait être affine, hein, mais là, en l'occurrence, on vous dit que c'est proportionnel, donc on doit passer par l'origine. Donc on va tracer là-dessus. Et, et du coup, comment est-ce qu'on va pouvoir retrouver la loi de Wien à partir de ça? La loi de Wien, ça sera quoi sur mon graphique? Bon, on va voir. On va le tracer déjà. Je me fais vie. Allez. Allez. Pourquoi il veut pas? Pourquoi ça marche pas? Il y a un problème là. Normalement, on doit trouver le coefficient multiplicateur. C'est ça, le coefficient. Ah, par contre, je comprends pas pourquoi il. Attendez. Mon Excel, il veut pas faire insertion. Ah, ça y est, c'est revenu. Alors, donc on fait nuage de points, d'accord? Et là, on voit bien une droite, d'accord? Et le coefficient directeur de cette droite, ça sera égal normalement à, parce que là, alors, il a tracé quoi? Faut faire attention. Donc, il a mis lambda en fonction de 1 sur t. Donc, normalement, le coefficient directeur, il est bon. Donc, pour faire une coefficient directeur sur une droite, vous cliquez droit sur les boutons, vous mettez ajouter une courbe de tendance, tac. Ici, on voit que c'est linéaire, on est bon. Et ensuite, ici, vous avez marqué afficher l'équation du graphique. Et on a ici le coefficient directeur. Et on trouve un coefficient directeur de 3,3 10 puissance moins 3. Ici 0,0033. Donc on trouve un coefficient directeur de 0,0, donc de 3,3 10 moins 3. Et normalement, d'après la loi de Wien, on a ici un coefficient directeur. Alors attendez, je remets dans le. Ici, 2,9. Donc nous on trouve 3 expérimentalement, en le faisant vite fait avec les mains, quoi, rapidement. Et il fallait trouver 2,9. Donc on est vraiment pas loin de la loi de Wien. Si on l'a fait peut-être plus précisément, on aurait peut-être trouvé quelque chose qui était plus proche de 2,9. Je pense que j'ai peut-être été un petit peu généreux sur le dernier point là, sur le 900. On était à 900 ou pas? Oh, on était à moins de 900 pour le 3500, on était à 800. On était à 800. On va voir si je mets 800 ici. Si je mets 800, peut-être que ça va être plus précis. Voilà, on remet la courbe de tendance. Voilà, on a 0,026, donc c'est déjà mieux. On met 850 parce que... Allez, voilà, 0,03 et nous on trouvait 0,029. Donc on retrouve bien la loi de Wien. Est-ce qu'il y a des questions? Donc la loi de Wien, hein, je vous rappelle, c'est T fois lambda max égale à 2,9 fois 10 puissance moins 3. Si je ne regarde pas les unités. Donc vu que nous, là, on a tracé lambda max égale 1 sur t. Donc en fait, on fait comme si on avait fait 2,9 fois 10 puissance moins 3 fois 1 sur t. Donc nous, ça, c'était notre abscisse. Ça, c'était notre ordonnée. Donc on retrouve bien une équation du type en maths, y égale ax. Et donc le a, c'est bien le coefficient directeur. Et donc nous, on a trouvé un coefficient directeur expérimentalement de 3 10 moins 3, alors que le coefficient directeur là était théoriquement de 2,9 10 moins 3. On est vraiment pas mal. Des questions? On continue? On avait fait ça? Oui, évidemment. Ok, on continue. Alors, on revient à notre sujet. Donc ensuite, voilà. Donc ça, c'était historiquement ce qu'on a fait au début, ce que la loi de Wien. Mais en fait, la loi de Wien, juste en regardant le soleil, on va se rendre compte qu'il existe des choses en plus. C'est-à-dire qu'en fait, en regardant le soleil, on se rend compte qu'on a plein de petits trous comme ça qui apparaissent dans le soleil. Et on reviendra dessus plus tard. Ceux-là vont pouvoir nous renseigner sur la composition du soleil. Et donc, pour justement voir plus précisément le soleil, en 2008, les astronomes de la station internationale, donc de l'ISS, ont installé un instrument, le Solar Solpex. Il a été conçu expérimentalement, exprès fait pour regarder le soleil, avec la plus grande précision possible. Alors, on va regarder entre 165, donc c'est les ultraviolets. Donc, ultraviolets, je vous rappelle qu'on n'est pas capable de les voir à l'œil nu. Et jusqu'à l'infrarouge, 3000. D'accord? Nous, on est capable de voir entre 400 et 800. Donc, le spectre, là, il va regarder entre avant. Donc, il va regarder de 150 à 3000, donc bien plus qu'un œil humain. Il va regarder de manière beaucoup plus large. Les choses qui sont invisibles, il les verra.
Donc le spectre thermique du Soleil obtenu, il représente de nombreuses raies d'absorption de ces raies de Fraunhofer. Et donc ça, on en parlera un petit peu plus tard. Alors c'est impossible depuis le sol parce que justement l'atmosphère terrestre avale une partie de ces rayonnements et du coup ça perturbe l'étude. Donc le fait de le faire dans l'espace, on va revenir dessus, ça nous permet en fait de nous affranchir de ça. On s'affranchit du fait que le Soleil, que l'atmosphère avale des rayons solaires. Donc là le Soleil tel qu'il est réellement, sans filtre, sans rien. C'est pour ça qu'on le fait depuis l'ISS. Alors, pour quelles raisons les astronomes évaluaient-ils avec si peu de précision la température du Soleil au 19e siècle? On va juste faire un imprimé écran de ce truc. Donc au 19e, bah déjà, pourquoi... Oula. On va mettre ça là. Pour quelle raison si peu de précision la température du Soleil? Bah tout simplement, alors est-ce que quelqu'un a une réponse à me donner? Il y a deux raisons principales. Ils en mettent qu'une, mais bon. Voilà, c'est ça. Au 19e siècle, on n'allait pas dans l'espace. Donc l'atmosphère perturbe les mesures. Et accessoirement aussi, on a gagné en précision, hein. Donc plus tard, il manquait de précision sur les mesures réelles qu'il faisait. Mais bon, globalement, l'atmosphère perturbait les mesures, c'est la raison principale. Alors pourquoi le spectre du Soleil, enregistré depuis la station internationale, est-il pris comme référence? Ben justement, parce que depuis l'espace, il y a zéro perturbation. D'accord? Il n'y a pas l'atmosphère qui avale, il n'y a pas l'atmosphère qui peut éventuellement dévier les rayons, il y a rien. Il n'y a pas de perturbation, c'est directement la vision depuis l'espace. Donc sans filtre, sans rien. Et du coup, c'est vachement plus euh, précis. Ensuite, question 7. Donc on vous dit, montrer en appliquant la loi de Wien que la température de la surface du Soleil est de 5800 Kelvin. Alors comment est-ce qu'on fait ça? On va partir sur notre graphique. On va zoomer dessus. Voilà. Je ne sais pas si je peux encore zoomer. Si. Bon, je peux pas aller beaucoup plus loin. Et donc là, on va relever la température, la lambda max. Le lambda max. Alors, sur les graphiques, vous verrez dans les exercices, souvent, on vous donne la courbe globale. On vous donne la tête de la courbe. Ce qu'on va faire, c'est que je vais faire un imprimé écran. Comme ça, on pourra regarder de manière plus précise. Tac. Non, si ça a marché, si ça a marché. Donc, on va prendre ce graphique-là et on va le mettre dans une nouvelle page. Voilà, donc notre graphique, on est ici. Et en fait, si on regarde, en réalité, on voit que la courbe, elle a un peu cette tête-là. Et donc, pour chercher le maximum, très souvent, on vous donne la courbe de tendance. Mais là, on va le faire à la main. Il n'y a pas de souci. C'est pas méga précis, mais on va y arriver. On va faire une ligne. Et on va regarder. Donc, le max, il est à peu près là, d'accord? Oula. On fait des lignes avec ça. Oh là là, c'est pas ce que je voulais. Et ça marche pas ou quoi, le truc? Ah, le gars. Donc ici, on va mettre la ligne, d'accord? Donc la ligne, elle est comme ça. À peu près, le maximum est là. Et donc, on a un maximum qui se situe ici environ. Donc là, les graduations, donc attention, c'est 500, 500, 600, 700, 800, 900, 1000. Alors là, par contre, ils ont chanté le début, là, d'accord? Ça commence pas à 0. En fait, là, c'est 150. On le voit pas. Et là, attention, là, le 0, c'est pour l'échelle verticale. Ici, en fait, l'échelle là, c'est 150. Le 0 ici. On n'est pas à 0 pile. Donc là, le maximum, il est en fait à 400, allez, 450. Donc lambda max égale 450 nanomètres. Parce que là, on est en nanomètres, hein, je vous rappelle. Marqué là. Bon, je l'ai coupé, mais bon. Donc 450 nanomètres, ça nous donne donc en mètres 4,5 fois 10 puissance moins 7 mètres. La loi de Wien, je vous rappelle, on vous la donnera à chaque fois. Elle dit que lambda
max, donc la longueur d'onde maximale émise, donc celle qui est ici, fois la température de l'objet qui émet, c'est égal à 2,9 fois 10 puissance moins 3. Des unités, mais on s'en fout. Pour le calcul. Donc pour l'arrivée, nous on cherche T, c'est notre inconnu. Donc pour l'arrivée, on va faire T égale 2,9 fois 10 puissance moins 3 divisé par 4,5 fois 10 puissance moins 7. Donc on fait ça sur la calculatrice. Alors la précision, le 2,9 10 moins 3 n'est pas méga précis, hein. Il y a des valeurs plus précises que ça. Et quand on va le faire, on va trouver 4,5 10 moins 7. Je le tape en même temps que vous. Et on trouve 6444. Alors eux, ils disent... tac, 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 tac. Alors je reviens à notre truc. Donc on trouve que la température de la surface, donc ils trouvent 5800. On a un petit peu décalé par rapport à ce qu'on trouve, d'accord? C'est parce qu'on a pris 450. Je pense que si on avait pris 500, ce serait peut-être un peu plus... Ceux qui l'ont fait là, est-ce que vous avez trouvé combien vous? Là j'ai pris 450, mais c'est peut-être pas méga précis ma notation. Si je prends... Aïe. Attendez, je vais y arriver. 5, 10 puissance, moins 7, pardon. Voilà, si on prend 500, effectivement, si on prend 500, on retrouve les 5800. Donc on va prendre 500, d'accord. Moi j'ai pris 450, on va prendre 500. Et du coup ici, ça va changer et on va trouver ici la bonne valeur. Si on prend 500, donc en fait on les prenne ici, d'accord. Donc ça fait 500, ça fait du 5 10 moins 7. Et donc on va trouver 5800 Kelvin. Et on trouve bien la valeur qu'ils attendaient ici, donc 5800 Kelvin. Ouais, donc pour résumer, hein, cette première activité nous permet juste déjà de comprendre que juste en regardant le soleil, on est capable de déterminer la température du surface du soleil juste en regardant quelle est la couleur la plus présente dans la lumière qu'on reçoit du soleil. Ouais. Est-ce qu'on a des questions sur cette activité-là? Ouais. Technologiquement, on n'était pas au point actuellement, mais on n'était pas non plus ridicule à l'époque. C'est sûr que par rapport à ce qu'on a actuellement, oui, c'est ridicule. Mais voilà. Bon, donc la première activité, elle nous permet juste de comprendre que juste en regardant le soleil, on est capable de voir la température du soleil. Et vous doutez bien que, en fait, on va pouvoir voir plus de choses que ça. On va pouvoir voir carrément la composition du soleil en regardant les pics. Et ça, vous l'avez déjà fait l'année dernière, ce qu'on appelle les spectres d'absorption. Et là, on va aller un petit peu plus loin, on va regarder un petit peu comment ça fonctionne de manière plus précise à partir du spectre. Et ça, on fera ça la prochaine fois. De toute façon, on se revoit la semaine prochaine. Donc, si je dis pas de bêtises, attendez, quelle semaine on est en semaine D. Donc, théoriquement, je vois les premières 8 vendredi et les autres, je les vois mardi ou mercredi. Et du coup, on se retrouve là pour faire, on viendra sur l'activité là rapidement et puis on avancera un petit peu pour faire l'activité d'après. Ça vous va? Pas de questions? Pas de soucis sur les notes du... Vous avez été voir vos notes sur Pronote? Ok, bon. Ouais, voilà. Bon, on s'arrête là pour aujourd'hui, si ça va à tout le monde. Ceux qui veulent, demain, il y a la même séance à 10h, hein, toujours pareil. J'ai eu un message de je sais plus qui me disait qu'il y avait des soucis puisqu'il y avait cours en même temps. Donc, je ferai peut-être une séance la prochaine fois le mercredi en début d'après-midi si je peux. Pour essayer de voir ceux que j'aurais pas vu le lundi ou le mardi. La correction du DS, on la fera ensemble. On prendra un exemple et puis on la fera ensemble en classe entière. Donc ça, il n'y aura pas de souci. Et voilà. Donc on se revoit en classe entière. Bonne journée. On se revoit en classe entière, on fera la correction et puis on avancera un petit peu. Mais on a le temps, on est largement dans les temps. Pas de souci. Allez, bonne journée. Je mets ça sur YouTube.